Salutations à toutes et à tous, c'est Landorf pour la chaîne Tech et aujourd'hui on se retrouve donc pour une première vidéo donc sur l'installation d'une VM sous Debian 12 en vue de créer un serveur Minecraft. Cette vidéo est ma deuxième prise parce que j'ai perdu le premier rush malheureusement. Donc ici donc aujourd'hui on va s'attarder à l'installation de la machine virtuelle et à différents petits paramétrages pour en faire ce qu'on appelle une template dans le jargon pour pouvoir la stocker et pouvoir redéployer à l'avenir différentes machines virtuelles. Donc on va faire les paramétrages de base de la machine. Donc tout d'abord, il vous faudra télécharger l'image d'installation ISO de Debian, donc 12 en l'occurrence. Donc ici on a utilisé l'image ISO NetInstall. C'est une image ISO qui est plus légère d'un point de vue taille. Mais à contrario, elle va devoir utiliser donc Ethernet pour s'installer. Donc si vous n'avez pas Ethernet, privilégiez la version lourde qui contient tout. Moi je préfère utiliser la version légère en NetInstall. Donc une fois ceci fait et mis sur votre hyperviseur, donc ça peut être ESXi, ça peut être Proxmox, ça peut être KVM, soit Red Hat ou autre. Ici j'ai préféré utiliser ESXi parce que j'affectionne particulièrement cet environnement de virtualisation. C'est l'environnement de virtualisation, mon environnement de virtualisation, de prédilection. À savoir que donc, du coup, ESXi c'est payant, vous avez un essai gratuit de temps, mais vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le vmug. Donc si je tape vmug, évidemment, j'ai pas accès. C'est parce que j'ai pas été sur le bon. Donc vmug, en fait, ça vous permettra de payer tous les ans environ 200$ pour avoir accès à une licence, à toutes les licences de VMware. Donc c'est très intéressant pour tout le monde, pour ceux qui veulent s'intéresser à l'hypervirtualisation. Donc ici, donc on va créer la machine virtuelle, comme vous pouvez le voir, j'avais déjà fait la vidéo, mais c'est pas bien grave. Donc on crée donc une nouvelle machine virtuelle. Donc on sélectionne Create New Virtual Machine, on appuie sur Next. On entre annonce par défaut. Moi ce que j'aime bien faire c'est dire si c'est un serveur, dire que c'est un serveur, si c'est une app, dire que c'est une app, et ainsi de suite. Donc ici, donc ce sera un serveur. Ici, généralement, ce que je fais, c'est que je mets le système d'exploitation sur lequel le serveur tourne, et ensuite je dis ce que fait le serveur. Donc ici, ça va être une template. Donc ici en GuestOS Family, donc évidemment, donc c'est Debian, donc c'est Linux, et ici en GuestOS version, c'est Debian 12. Attention, il faut bien choisir la bonne version de Debian parce qu'en fonction de la version, eh bien VMware va émuler différemment le matériel. Donc ici, il faut bien choisir sa GuestOS version. Ensuite, donc on choisit l'endroit de stockage où on veut mettre la VM. Donc ici, on va le mettre sur le SSD. Ce sera plus rapide que sur un disque dur traditionnel. Donc ici, on peut customiser les settings. Donc c'est pas rien de bien compliqué. En fait, c'est pas les settings définitifs de la VM. Ça, ce sera à voir dans une prochaine vidéo, évidemment. Donc ici, on met juste 2 CPU, 2 Go de RAM pour que ce soit plus vite, 16 Go de stockage en hard disk, et on met en Thin Provisioned. Ça va faire en sorte que, voilà, donc on alloue 16 Go de disque à la VM, donc la VM verra qu'elle a 16 Go disponibles, sauf que dans l'hyperviseur, en fait, ça variera. Donc si par exemple la VM utilise 8 Go sur ces 16, l'hyperviseur ne lui donnera que 8 Go. Donc c'est à chaque fois une communication entre la VM et l'hyperviseur. Donc ici, donc on met aussi dans host, donc en CD DVD drive, on va chercher donc l'ISO de Debian 12. Voilà, on peut cliquer sur Next, Finish. Donc on peut du coup lancer la VM. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu agrandir ça. Voilà. Donc on va partir en graphique install. A savoir qu'ici je vais vraisemblablement faire des accélérés pour les longs temps de chargement, mais vous ne vous inquiétez pas, je vais expliquer en détail ce que je fais, pourquoi je le fais. Au niveau de la langue du système d'exploitation, je vais mettre anglais parce que généralement donc les serveurs seront en anglais parce que voilà, vous n'êtes jamais trop prudent à ce niveau-là de la barrière de la langue, parce que si vous faites un serveur, que vous le déployez pour un italien par exemple et que vous mettez français, malheureusement la personne italienne ne saura pas
lire et comprendre ce qui se passe sur le serveur. Donc par défaut, je mets toujours en anglais. Pas bien grave. Par contre, au niveau du pays, je vais quand même mettre qu'on est en Europe et en Belgique pour ma part. Donc on reste en anglais. Ici, bon, malheureusement, donc j'ai un clavier France-France, donc je suis obligé de sélectionner le clavier France-France. Ici, il va faire quelques petits paramétrages, donc c'est une avance rapide. On se retrouve juste après. Et bien maintenant, on va pouvoir, comment dire, donner un nom à la machine. Donc ici, vu que c'est un serveur de template, je vais lui donner le même nom, donc je vais mettre, enfin non, je vais plutôt écrire change me. Donc change me. Nom de domaine, on va écrire local. Donc là, il nous demande un password. Donc étant donné qu'ici, je vous mets à disposition l'OVF et le VM disk dans la description de la vidéo, via un lien GitHub qui vous renverra vers un lien méga. Donc ici, au niveau du mot de passe, on va écrire my password. Donc my pass, quoi. Je vais juste vérifier quelque chose. Ouais, évidemment, voilà, je peux écrire des chiffres. Donc pour le... Alors, à noter que si vous mettez RIA ici, le compte route sera désactivé. Si le compte route est désactivé, vous ne pouvez pas vous connecter en route. Si vous ne pouvez pas vous connecter en route, tout se fera exclusivement avec l'utilisateur que vous allez créer via les commandes sudo. Je préfère laisser l'environnement créer le compte route avec mon mot de passe plutôt que de ne pas avoir de route. C'est quelque chose que moi je fais. Je sais très bien qu'il y en a d'autres qui préfèrent ne pas avoir de route et uniquement passer par du sudo. Moi je préfère avoir quand même une route au cas où. Donc on met le mot de passe pour le route. Ici pour le user, ben, comme je vais vous donner la VM après la vidéo, enfin dans la description plutôt de la vidéo, je vais juste écrire user, que vous pourrez changer à terme. Donc le nom et prénom du compte, ce sera user, et le username pour le compte, c'est user. Le password, ce sera comme route, ce sera mypass, donc comme vous pouvez le voir. À savoir qu'ici, ben, c'est pas recommandé d'avoir un password comme ça, mais vous pouvez le changer avec une petite astuce que je vous montrerai par la suite. Donc ici, évidemment, ça va peut-être prendre un peu de temps. Quoique, non, ici, c'est pas l'étape la plus longue. Donc, pas besoin d'avance rapide, voilà. Donc, on arrive ici. Ici, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent le guided Use Entire Disk. C'est pas la bonne solution. C'est pas non plus la bonne solution de faire celle-ci, ni la bonne solution de faire ça. Après, je peux vous recommander de le faire, sauf que ce qui peut arriver, c'est que vous ayez besoin de redimensionner votre disque. Le problème, c'est qu'en redimensionnant le disque, il se peut que vous ayez à supprimer la partition pour redimensionner la partition, la réécrire et ainsi de suite. C'est un peu problématique. Ce que nous, on va faire, c'est qu'on va créer nous-mêmes les partitions et on va créer ce qu'on appelle du LVM. Donc, Logical Volume Module. De mémoire, c'est ça ce que veut dire le M, mais je ne suis plus sûr de moi. Je vous écrirai durant le montage si c'est bien ça. Donc on va partir en manuel. On va sélectionner donc le SCSI 000 SDA de 17 Go. Oui, on va devoir écrire une nouvelle table de partition. Donc ici, on clique ici. Enfin, on sélectionne. On fait continue. Créer une nouvelle partition. La nouvelle partition, on va faire une partition de 1 Go. Non, on va faire 500 mégas. On va commencer par celle-là. Donc c'est une de 500 mégas en partition de type primaire ou début de l'espace libre. Cette partition-là va servir pour le /boot. Vous pouvez mettre un label, c'est pas obligatoire. Moi, je préfère en mettre un. Je vais l'appeler boot. Et on peut done setting. Ensuite, on resélectionne ici le free space. On crée une nouvelle partition. Cette fois-ci, on va mettre 2 GB, donc 2 Go. On va mettre ça en primaire toujours, au début de l'espace disponible. Ici, on va sélectionner use as. On va mettre swap area. On donne setting partition. On retourne sur le free space. On crée une nouvelle partition. On va pas prendre la totalité. On va juste mettre 10 Go. Toujours en primaire. Toujours au début de l'espace disponible. On change ceci et on met physical volume for LVM. Très important. On donne setting up de partition.
on va configurer le volume manager. On continue. Donc ici, donc on n'a pas encore de volume group, mais on a free physical volume. Donc le volume group, on va l'appeler route VG. Très important d'utiliser VG pour le volume group, comme ça vous savez ce que c'est. On va sélectionner DevSDA3, donc la partition qu'on a créée précédemment. Donc continuer. Maintenant qu'on a créé un volume group, on va pouvoir créer des volumes logiques. Donc on va en créer au nombre de 2. Évidemment, vous pouvez faire plusieurs, mais moi je vais me contenter de 2, un pour le /home et un pour le route. Donc on crée un volume logique sur route VG. Le nom de cette partition, on va l'appeler route LV pour logical volume. On va mettre 5 gigas. On va créer un dernier volume, ou toujours route VG. Ici, ce sera home LV. On prend le reste. On finish. Ce n'est pas tout. On va dans home LV. Donc, on ne sélectionne pas celui-là, mais celui-là. On met use as ext4 ou bien autre système de fichiers que vous souhaitez utiliser. Ici, on va utiliser l'ext4. Ici, donc, on est dans le home LV, comme vous pouvez le constater. Donc, le mount point, ce sera home. Label, vous pouvez mettre label, évidemment. Je l'appelais home. Donc, on a fini la partition. Et maintenant, on va faire celle de route. Donc, use as ext4. Label, on va l'appeler route. Le mount point, ça va être évidemment route pour le système. Done up. Cette fois-ci, donc, on a bien toutes les partitions qui sont créées. Et maintenant, on va pouvoir donc finir le partitionnement. Et ça va prendre un petit peu de temps. Donc, on fait un petit accéléré. Ici, donc, l'utilitaire d'installation nous demande si on a besoin de scanner un autre ISO. On va dire que non. Donc ici, donc, on choisit le pays pour le miroir d'archives Debian, donc le dépôt. On laisse ça clean. Et de nouveau un petit accéléré. Donc ici, enfin, donc, on nous demande si on veut installer un environnement de bureau. C'est un serveur. On n'en a pas l'utilité, on n'en a pas besoin. Tout va se faire en SSH avec un client SSH. Ici, ça va être mon PowerShell que vous voyez ici depuis tout à l'heure. On demande quand même d'installer le SSH serveur parce que ça va nous permettre plus facilement de nous connecter en SSH. Pas besoin de faire 3 milliards de manipulations. Debian le fait bien de lui-même tout seul. Et évidemment, on garde les systèmes standards, les utilitaires standards du système. On fait un petit accéléré, on se retrouve juste après. Donc ici, on demande si on veut installer Grub, évidemment, on l'installe à chaque fois. Donc on sélectionne SDA. Donc ici, évidemment, il nous demande de reboot, donc on va cliquer sur Continue pour reboot. Vous allez voir, c'est très rapide le reboot, hein, vu qu'on est sur SSD. Alors, voilà, on a été le serveur à reboot, enfin, la VM à reboot. Parce que c'est pas vraiment un serveur à proprement parler pour l'instant. Donc on va se connecter au user, donc avec le password qui est mypass. On va juste faire un petit IPA pour avoir l'adresse IP, donc qui est 10.0.0.133. Donc ici dans mon avis de commande PowerShell, mais vous pouvez utiliser PuTTY ou autre. Ça n'a pas d'importance, c'est vous qui voyez. Je préfère utiliser PowerShell moi. Donc SSH user arrobase, donc l'adresse IP, donc 10.0.0.133. Évidemment, je vais faire quelque chose parce que évidemment, je me suis déjà connecté auparavant. Donc, ce qu'on fait, on supprime. Donc, si ça vous arrive avec votre PowerShell, vous allez donc dans User, l'utilisateur que vous utilisez, .ssh, et vous supprimez ceci, et vous n'aurez plus de problème. Il fallait bien que ça m'arrive. Donc, SSH. Donc, yes. Donc, mypass. Voilà. Donc là,
on peut faire n'importe quoi, on est sur notre serveur sans souci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va se mettre en super utilisateur, donc en route, MyPass. On va d'abord faire quelque chose de très important. On va ajouter notre utilisateur à la liste des sudo. Pour ce faire, vous utilisez user mode-petit a grand G sudo user. Voilà. Maintenant, votre utilisateur user est ajouté à la liste des sudo. Donc ça, c'est déjà une première chose. On va déjà faire une deuxième petite chose avant tout. Donc, on va aller dans le cron tab. Donc, c'est pour, en fait, faire en sorte de planifier des tâches. Ici, donc, on va planifier 2 tâches. C'est un redémarrage automatique du serveur. Donc, on sera donc tous les jours à minuit. Non, c'est à 0 minute, 0 heure, donc minuit. Tous les jours du mois, tous les mois, tous les jours de la semaine, on va faire reboot. Sauf que c'était pas tout, moi j'aimerais bien que la machine virtuelle reboot aussi tous les jours à midi. C'est généralement fait pour les serveurs Minecraft. Donc, on fait Enter. Donc, tous les jours à 0 minute, 12 heures. Donc, tous les jours du mois, tous les mois et tous les jours de la semaine aussi un reboot. C'est comme ça, c'est fait. Ce qu'on va faire déjà, c'est on va se mettre avec le user à faire ce qu'on appelle cron tab-e, donc c'est à peu près la même chose. Sauf qu'ici c'est uniquement pour l'utilisateur, alors que l'autre c'est pour toute la machine. Ici ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois que la machine redémarre, donc reboot, donc sur chaque événement de type reboot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer ce qu'on appelle un screen, un hashtop dans ce screen. Donc on va appeler la commande screen-dms, donc pour créer un nouveau screen détaché, on va l'appeler hashtop, très original évidemment, qui va utiliser la commande hashtop. On va devoir revenir là-dessus plus tard pour le serveur Minecraft, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ça c'est fait. Cependant, on invoque une commande screen, mais on n'a pas screen. Si je fais screen version command not found, pas de souci. Sudo apt install, d'où l'intérêt d'avoir ajouté à la liste des sudo user. Comme je vous l'avais dit, si vous n'avez pas de route, il sera automatiquement ajouté à la liste des sudo. Donc on va faire sudo apt install screen-y pour yes. Ah, c'est malaise ça par contre. Ah ben oui. C'est parce que je n'ai pas reboot la machine. Parce qu'il y a certaines fois où il faut reboot la machine. Ce n'est pas grave. On va se remettre en super utilisateur. MyPass. Donc on est en super utilisateur. Donc on va faire un apt install de screen alors. -y pour yes. Et là on installe screen. Donc screen, ce qui nous permet en fait de faire différents terminaux et de s'en détacher. Donc si je vais pas le faire maintenant, mais avec hashtop, donc on va installer de suite. Donc hashtop-yes, parce qu'on va nous demander si on veut oui ou non, et je le fais déjà. Donc si je fais la commande qu'on a fait précédemment, donc screen, on va changer le nom, on va remettre hashtop. Si je fais cette commande là, vous dites il se passe rien, sauf que si je fais un screen-ls, on voit qu'il y a un screen qui s'appelle hashtop. Si je fais un screen-r pour me rattacher à ce screen là et que je tape le nom de ce screen là ou bien ici l'id, je fais enter,
vous voyez que ça fonctionne bien. Donc HTOP, ça vous permet de visualiser voilà, l'utilisation de la mémoire RAM, l'utilisation de la swap, l'utilisation du CPU. Bon, pour l'instant, vous voyez bien que le CPU, il n'a rien à faire. La RAM, on utilise 166 mégas de RAM sur 2 Go. Voilà. Pour l'instant, ça va. Donc, à savoir qu'ici, voilà, j'ai quitté HTOP via le bouton quitter. Donc, le screen, c'est terminé. Donc, si je refais un screen LS, il n'y a plus de screen. Si je veux, donc, je vais recréer un screen HTOP. Je vais me rattacher, donc, à ce screen-là. Si je veux me détacher du screen, j'ai juste besoin de faire CTRL-A, D. Comme ça, je suis détaché. Et vu que le service HTOP ne s'est pas arrêté, le screen existe toujours. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a installé HTOP, on a installé Screen, on va installer Curl, parce qu'il y a certaines fois, certains modpacks qui ont besoin de Curl pour installer certaines choses. Donc, on fait apt install curl-yes. Donc là, il est en train de l'installer, c'est déjà fait. Et ici, maintenant, on va installer le plus gros truc, c'est Cockpit. Cockpit, ça va être une interface web pour gérer votre serveur Debian. Comme ça, vous pourrez facilement changer le nom d'utilisateur, le nom de l'hôte, de la machine hôte, les mots de passe que j'ai mis par défaut. Donc avec la cockpit, vous pourrez le faire très facilement. Donc, rebelote, on fait un apt install cockpit-s et vous envoyez. Et vous voyez qu'il télécharge énormément de choses. Et on va se retrouver juste après un petit accéléré. Donc voilà, donc on a pour ma part terminé donc cette vidéo. Non, j'allais encore oublier quelque chose. Donc je vous ai dit qu'on allait faire une template. Ici, la template est terminée. On n'a plus besoin de faire rien faire entre guillemets avec cette template. Les seules choses qui nous restent à faire entre guillemets avec cette template, ce sera sur la machine définitive. C'est-à-dire que pour héberger un serveur Minecraft, il faut installer Java. En fonction de la version de Minecraft que vous souhaitez utiliser, donc jouer, donc par exemple un modpack Forge en 1.19, en 1.16 et autres, vous n'avez pas le même JDK JRE à installer. Donc ça, c'était pas à faire sur la template, c'est ça à faire sur la machine définitive. Donc, voilà. Donc ici, je vais vous montrer comment on fait pour créer une template. Et c'est très simple. Tout d'abord, vous allez devoir stopper le serveur. Donc ici, il n'y a rien qui tourne dessus, il n'y a rien. Donc, on s'en fout. On va le stopper de manière brutale. Power off. Yes. Donc lui, il ne détecte pas quand on s'est déconnecté, mais soit. Donc, quand vous êtes ici, donc, sur votre machine virtuelle qui est éteinte, vous pouvez désormais faire ce qu'on appelle un export. L'export va nous faire télécharger différents fichiers. Donc, un OVF, un MF, donc un manifeste, et une VMDK. Donc, le VMDK, c'est le disque, évidemment. Donc, ici, je ne vais pas le refaire parce que je l'ai déjà fait. Mais vous pouvez le retrouver dans ma description si vous le souhaitez. De toute manière, vous avez certainement installé la VM comme moi, sans souci. Donc on se retrouvera donc pour une prochaine vidéo où là je vais vous montrer donc comment on réimporte la VM et comment on resize les disques à chaud. Très important à faire. Pourquoi? Parce que imaginez donc vous avez un serveur modé, la map fait 16 Go, vous avez des backups qui se font, elles font toutes 16 Go. Votre espace de stockage est saturé, il faut augmenter la taille. Vous allez voir dans la prochaine vidéo que grâce à comment on a paramétré notre machine virtuelle au niveau de l'installation de Debian, ça sera fait très simplement. Donc, restez connectés, abonnez-vous surtout pour ne pas manquer la prochaine vidéo. C'était Landorf pour la chaîne Tech. Bye bye.